Super, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, en fait, je suis là pour vous présenter l'ABC d'une présentation réussie. En fait, je vais d'abord parler de la base d'une communication scientifique, donc quelles sont les parties là, qu'on devrait y retrouver. Puis ensuite, je vais parler un peu plus des trucs pour optimiser vraiment sa présentation. Puis après ça, à la fin, on a une petite activité où est-ce qu'on pourra évaluer, suggérer des améliorations à certaines affiches que j'ai faites. Donc, au niveau des communications scientifiques, on en a deux types. Puis ça dépend là, dans quel contexte, dans quel congrès vous allez le faire. Des fois, il y a seulement en fait des communications par affiche, comme par exemple le C'est vrai. Si vous ne le connaissez pas, là, le concours de vulgarisation de la recherche en éducation à l'UQAM. Mais dans la plupart des congrès, on a des communications par affiche et des communications orales qu'on peut réaliser. Donc, par affiche, on parle vraiment, habituellement, c'est un maximum de 10 minutes. On va vraiment survoler la recherche ou une problématique de recherche parce que souvent, dans les congrès, on va quand même laisser les étudiants décrire un projet de recherche qui n'est pas terminé, là, donc pour lequel il n'y a pas nécessairement de résultat. Par contre, ça, il faut vraiment se tenir au courant en fonction des congrès. C'est pas tous qui vont accepter une proposition comme ça. On va avoir une période de questions et d'échanges. Des fois, la période de questions et d'échanges, c'est en même temps que la présentation. Donc, vous présentez votre affiche, tout ça. Les gens vous posent des questions. Il y a une espèce de back and forth qui se fait. Puis, des fois, c'est aussi après. Là, vous avez un autre petit 10 minutes pour discuter avec les gens de ce qu'ils ont remarqué, des choses qui ressortent de votre affiche, tout ça. Et l'affiche, c'est vraiment un support visuel qui est statique, c'est-à-dire que vous avez vraiment une affiche, un visuel qui reste là pendant toute la durée de votre présentation. Donc, je suis allée vérifier, mettons, la durée là, des présentations par affiche, puis dans les faits, c'est pas toujours mentionné dans les congrès. C'est vrai que l'affiche était une présentation de 10 minutes ou moins. On en a d'autres que c'est par exemple, l'AERA, peut-être que vous connaissez. C'est des présentations sur 60 minutes, mais dans les faits, vous n'avez pas à parler pendant 60 minutes. C'est plus que c'est comme une salle où est-ce que les gens peuvent se promener, puis vous devez être là pendant 60 minutes à côté de votre affiche, mais votre présentation à vous peut durer, en fait, le temps un peu que ça vous tente. Pour ce qui est de la communication orale, souvent, ça va être un maximum de 30 minutes habituellement. Donc, c'est une communication qui est un petit peu plus intéressante parce qu'on peut en dire un peu plus, mais c'est aussi plus long, donc il faut préparer un peu plus de matériel. Donc, par contre, c'est la même chose. Hein. On fait vraiment un survol de notre recherche parce qu'évidemment, en 30 minutes, on va résumer les 120 pages de notre mémoire ou de notre thèse. Mais on a aussi une période d'échange et de questions qui portera pas nécessairement sur la présentation elle-même. Donc, des fois, oui, effectivement, on a 30 minutes pour présenter. Ensuite, on a peut-être un 10 minutes qui nous est accordé ou un 5 minutes où est-ce que les gens peuvent échanger sur notre propre présentation. Mais il y a d'autres façons de faire aussi que, par exemple, chaque personne, disons qu'on a 3 présentateurs dans la session d'une heure, donc chaque personne présente pour 15 minutes et après, on a un petit 15 minutes à la fin où est-ce qu'on va échanger sur les thèmes communs qui ressortent des présentations. Donc, si votre présentation est sur la qualité éducative en maternelle 4 ans, ben, peut-être qu'ils vont vous questionner sur l'accessibilité aux services préscolaires en général. Donc, à ce moment-là, on va discuter entre présentateurs et un peu avec le public aussi qui peut poser des questions par rapport à un thème qui est commun. Une présentation orale, à l'ACFAS, on parle de 15 minutes. Au ICERA, qui est aussi un autre congrès plus international, on parle de 20 minutes. Donc, ça varie vraiment. Je vous dirais qu'un maximum de 30 minutes en général dans les congrès, puis souvent, ça va tourner plus autour de 20 pour laisser un petit peu de temps à la discussion. Donc, ça ressemble à ça. Alors, maintenant que vous connaissez un petit peu les deux formats, puis d'ailleurs, petite note là-dessus, si vous commencez à la maîtrise, le format par affiche est vraiment génial parce que vous avez un petit peu moins de choses que vous devez dire, c'est un peu moins long, donc c'est plus
accessible quand on commence à la maîtrise. Quand on est au doctorat, on peut continuer à faire des présentations par affiche, mais souvent, on va plus aller vers des présentations orales parce qu'elles valent plus de points sur les dossiers là, pour les bourses, pour les postes de prof, tout ça. Donc, c'est préférable quand on commence au doctorat là, de vraiment se tourner vers les présentations orales et de laisser un petit peu tomber les affiches. Mais évidemment, c'est pas mutuellement exclusif. Là. À la maîtrise, on peut faire des présentations orales et au doctorat, on peut faire des présentations par affiche. Donc, au niveau des sections qui doivent se retrouver sur votre affiche ou dans votre présentation orale, parce que souvent, la présentation orale, c'est un support, donc c'est un PowerPoint. On a plusieurs diapositives. Donc, il faut évidemment présenter votre problématique de recherche. Alors ça, c'est la première chose qu'on travaille. C'est habituellement relativement bien dessiné. Alors, ça définit le contexte dans lequel s'insère la recherche. Puis, j'ai mis l'image de l'entonnoir qui est souvent, en fait, l'image qu'on parle lors de la problématique. Donc, on part de vraiment le contexte général, puis on va jusqu'à plus vraiment très précis votre recherche à vous. Alors, on fait ressortir un problème à résoudre dans le contexte qui est présenté. Donc, idéalement, dans la problématique, on va ressortir des chiffres qui montrent, en fait, ce qu'on va dire. Par exemple, 80% des étudiants au secondaire ne savent pas écrire. Bon, évidemment, ça ne sera pas ça, mais c'est des gros chiffres comme ça qui frappent un peu les gens. Donc, on va mettre de l'urgence, on va essayer de convaincre notre auditoire. Et on cherche à formuler une question au bout de tout ça qui va viser à éclairer le problème et à orienter la suite de la recherche. Donc, dans le haut de l'entonnoir, on cherche vraiment à avoir une problématique qui est générale, puis même internationale si on le peut. Question d'aller chercher l'intérêt de beaucoup de gens, puis de montrer la pertinence du projet aussi plus grand que votre propre terrain de recherche. Donc, par exemple, on pourrait dire l'accès à une éducation professionnelle de qualité est primordial pour le développement des 0 à 5 ans. Par ailleurs, le regroupement, en fait, les Nations unies ont justement une cible à ce sujet-là pour visant à assurer l'accessibilité à des services éducatifs de qualité pour tous les enfants dans le monde. Donc là, on vient montrer que notre projet s'insère vraiment à l'international, puis que c'est une problématique qui dépasse un peu notre propre terrain à nous qui nous intéresse. Ensuite, on va viser un petit peu plus le milieu dans lequel on veut s'inscrire. Donc, par exemple, moi, dans mon projet, je m'inscris au Québec. Alors, on pourrait dire que la qualité varie selon plusieurs facteurs, puis on a différentes approches qui permettent d'offrir de la qualité éducative. Donc, par exemple, on a une approche pré-primaire qui est plus en France et aux États-Unis, puis on aurait une approche de pédagogie sociale qui serait plus dans les pays nordiques. Donc, on se demande quelle approche favorise la qualité éducative, puis ça donne que nous, au Québec, on a les deux approches, donc on peut facilement les comparer sans avoir à prendre en compte des particularités socio-démographiques. Et puis là, ensuite, on va vraiment poser notre problème de recherche. Mais par contre, au Québec, il n'y a aucune recherche qui a vérifié ça. Puis en plus, on a plusieurs limites dans les recherches, etc. Donc, ça nécessite ma recherche qui est de comparer les maternelles 4 ans et les CPE. Alors, je vous ai fait un entonnoir rapidement. Là, évidemment, ça demande un peu plus de... on va en parler un peu plus pendant notre présentation, mais ça vous donne une idée qu'il faut vraiment y aller idéalement mondialement, puis ensuite, on s'insère vraiment dans notre problématique à nous. Puis, on arrive à la question de recherche. Donc, par exemple, dans mon cas, quels sont les niveaux de qualité éducative en maternelle 4 ans et en CPE québécois? Donc, c'est assez simple à présenter habituellement. Puis c'est souvent la place où est-ce qu'on met le plus de travail en général dans notre mémoire et dans notre thèse. Donc, ça vaut la peine de le maîtriser de ce côté-là. Ensuite, on va y aller plus vers le cadre théorique ou le cadre conceptuel, là, dépendamment de votre recherche. Je ne me rappelle plus de la précision entre les deux termes, alors malheureusement, je ne peux pas vous aider à ce sujet, mais c'est pas grave. Donc, c'est un cadre qu'on va mettre qui va permettre de définir vraiment les concepts clés de notre recherche. Puis habituellement, les concepts clés de la recherche, c'est pas mal les deux, trois concepts qui se retrouvent dans votre question de recherche. Donc, dans mon cas,
qui était la qualité, dans le fond, comparer la qualité en maternelle 4 ans puis en CPE, ben j'aurais comme deux gros concepts. J'aurais la qualité éducative, puis j'aurais les CPE et les maternelles 4 ans qu'on pourrait regrouper sous services éducatifs à l'enfance. Donc, évidemment, mon cas théorique à moi va avoir deux parties qui vont se concentrer là-dessus. Puis je vous dirais que si vous avez plus que de concepts clés que 3, souvent, c'est que vous êtes peut-être allé un peu large. Donc, on essaie de recadrer. Donc, évidemment, les concepts clés peuvent être définis pendant la problématique. C'est toujours une bonne idée dans le cadre d'une présentation orale. Par affiche, c'est moins nécessaire parce que c'est plus court, mais dans une présentation orale, si je présente ma problématique, ben, je vais peut-être brièvement dire c'est quoi la qualité éducative, vraiment résumé, question que les gens puissent me suivre dans la présentation avant qu'on aborde le cadre théorique. Donc, c'est toujours une bonne idée de se préparer une petite phrase pour dire la qualité éducative concerne les services qui sont pour le bien-être de l'enfant, par exemple. Donc, ensuite, on va vraiment définir une ou plusieurs théories ou des modèles liés à la problématique. Alors là, ça va dépendre vraiment de votre sujet à vous. C'est vous qui êtes les experts de vos théories, de vos modèles. Dans le cas de ma recherche, on aurait le modèle écosystémique là, de Bronfenbrenner, puis qui a été adapté par Bigra là, au niveau de la qualité éducative. Donc, on va présenter ces modèles-là, c'est toujours intéressant, puis ça fait un beau visuel aussi à partager dans les présentations. Et tout ça va viser finalement à orienter nos objectifs de recherche. Donc, les objectifs vont être plus spécifiques que la question. On va dire, on va faire ça, ça, ça précisément. Puis, ça va vraiment relier notre méthodologie avec notre cadre théorique. Donc, avec ce qu'on a appris dans le cadre théorique, ben maintenant, on sait que, je ne sais pas, la qualité éducative a deux parties, qualité structurelle, qualité des processus. Donc, on va utiliser des outils pour aller mesurer ces deux variables-là. Donc, ça, c'est un exemple d'objectif de recherche. C'est vraiment qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement, puis c'est toujours bien à mettre en priorité. Là, si vous n'avez pas trop de place, objectif de recherche, ça montre vraiment bien où vous en allez, autant au niveau des demandes de bourse que des présentations orales. Puis ça peut être lié avec votre sujet, donc réaliser des entrevues semi-dirigées, explorer les corrélations entre X et Y, identifier les aspects du concept de qualité éducative. Donc, c'est assez varié ce qu'on peut faire avec les objectifs de recherche, mais il faut que ça soit vraiment quelque chose de concret qui peut se faire. Un exemple de visuel qu'on aurait pu utiliser dans une présentation orale ou dans une présentation par affiche sur un cadre théorique, ben, ça serait ce modèle-là de la qualité éducative. Donc, on a résumé rapidement quels sont les aspects de la qualité éducative. Puis après ça, on peut discuter un peu plus là, à l'oral en fait, de ce qui les concerne puis qu'est-ce qui est important dans notre recherche à nous. Par la suite, on a la section méthodologie. Donc là, on va vraiment répondre à la question du comment. Alors, on a dit, moi, je vais faire 1, 2, 3. Donc, comment est-ce que vous allez le faire? Donc, on va vraiment décrire les moyens qui vont permettre aux chercheurs d'atteindre ces objectifs. Là, à ce moment-là, on va décrire souvent le recrutement des participants et leurs caractéristiques, si vous en avez particulièrement. Les outils de mesure que vous allez utiliser, si vous avez une chose à mentionner, il faut mentionner vos outils de mesure. Le déroulement de la collecte de données, ça, souvent, ça va être plus fait à l'oral que écrit, par exemple, sur une affiche. Mais c'est toujours bon à dire la collecte devrait se faire entre le 1er janvier et le 1er avril 2022, dans notre cas. Et finalement, les méthodes d'analyse de données. Donc, quelles sont les analyses que vous prévoyez faire? Est-ce que ça va être une analyse par concept qualitative? Est-ce que ça va être une analyse de corrélation plus quantitative? Est-ce que ça va être mixte? Donc, ça, c'est important à décrire. Mais comme je vous ai dit, souvent, là, pour les affiches, ça suffit de dire mes participants sont 45 maternelle 4 ans, 45 CPE et mes deux outils de mesure sont le class pre-K et un questionnaire sur les qualités structurelles. Donc, avec ces deux informations-là, vous pouvez étendre après ça en fonction des questions qui vous seront posées, puis à l'oral, dans le fond, pour vous assurer qu'il n'y ait pas un trop gros visuel associé à la méthodologie.
Les résultats, là, évidemment, ça dépend de où vous en êtes rendu dans votre recherche. Si vous n'avez pas de résultats, ça peut être intéressant de dire les résultats que vous attendez. Donc, par exemple, dans ma recherche, je pourrais me dire, ben, basé sur la littérature antérieure, je m'attends à ce que les CPE aient un niveau de qualité qui soit moyen élevé. Mais les maternelles 4 ans, c'est pas clair, donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus bas. Donc ça, c'est toujours bien parce que ça montre que vous avez un petit peu pensé à l'avance à vos choses. Par contre, si vous avez des résultats, ben, c'est toujours pertinent de présenter les données de la recherche. Puis souvent, on va mettre une très grosse importance. Là, je vous dirais, c'est au moins la moitié de la présentation liée aux résultats, parce que c'est ça qu'on veut entendre. Puis, quand on présente les résultats, on ne met pas d'interprétation. L'interprétation, ça va être vraiment dans la discussion. Alors, on va présenter les variables, les thématiques, les objectifs de l'étude en fonction là, de comment votre recherche finalement est structurée. C'est vraiment en fonction de vous. Puis, on va présenter des statistiques. On pourrait présenter les catégories qu'on a faites avec l'analyse qualitative. On pourrait présenter les thèmes, des tableaux, c'est toujours pertinent, des graphiques, des images, etc. Des extraits, si jamais vous, justement, faites une analyse qualitative, vous pouvez mettre des extraits textuels, surtout dans les présentations orales, pour démontrer, puis ensuite discuter un peu plus à l'oral de ce que vous ressortez de ces extraits-là, puis vous pouvez même les surligner, là, c'est toujours des bons trucs à utiliser. La discussion, qui est pas mal la dernière catégorie, en fait. Donc, on cherche vraiment à établir des relations entre les résultats et les objectifs de la recherche ou la question et les hypothèses qu'on avait formulées. Donc, si jamais vous aviez des hypothèses à dire, les CPE avaient, on pensait qu'il allait avoir un niveau de qualité moyen élevé, bien finalement, est-ce que c'est ça que vous avez observé dans la recherche? Puis en quoi ça se lie avec les autres recherches antérieures? Donc, contrairement aux autres recherches, nous, notre recherche a observé ça. Ou, à l'inverse, ben, comme les autres recherches antérieures, nous avons aussi observé telle chose. Donc, on fait vraiment des liens, puis on tente de les interpréter par rapport au contexte. Donc, dans le contexte du Québec, qu'est-ce que ça veut dire que les maternelles 4 ans aient une qualité plus élevée ou moins élevée que les CPE? Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme indice par rapport aux informations qu'on a présentées en problématique? On va aussi parler des forces et limites de l'étude. Donc, ça, c'est aussi un point si jamais vous n'avez pas de résultats dans votre présentation. C'est pertinent de déjà mentionner que l'étude a des forces et des limites. Donc, vous y avez déjà réfléchi. Vous dites, tu sais, la collecte de données va se faire dans 6 mois, mais on s'attend déjà à ce que l'étude ait telle limite. Donc, par exemple, je ne sais pas, mon échantillon n'est pas très gros, donc ça va être difficile d'avoir des analyses statistiques. Ça pourrait être, je ne sais pas, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine résistance de la part des participants, donc peut-être qu'on va en avoir moins. Ça peut être toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment pertinent à mentionner. Et évidemment, en fait, c'est idéal de focuser beaucoup sur les recommandations que vous allez faire. Donc, si jamais vous avez des résultats, qu'est-ce que ça nous dit et pour la science et pour la pratique? Donc, si vous avez des résultats qui ne démontrent pas de différence significative entre méthode d'enseignement 1 et méthode d'enseignement 2, mais ce qu'on pourrait dire, c'est que, ben, dans le fond, le choix reste à l'enseignant. L'enseignant peut choisir selon ses préférences, puis ça va donner autant des bons résultats d'un côté que de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour la pratique? Pour la politique, donc peut-être que les décideurs pourraient s'inspirer de vos résultats pour faire X, Y, Z. Donc, je ne sais pas, pour changer le programme éducatif en milieux familiaux, pour l'orienter vers tel aspect, par exemple. Donc, ça ressemble à ça. Idéalement, toutes les sections là, que je vous ai proposées, présentées, doivent se retrouver dans la présentation autant orale que par affiche. Évidemment, résultats, comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas, vous pouvez parler des résultats estimés ou espérés. Mais on essaie d'avoir quand même toutes ces sections-là dans notre présentation. Donc,
c'est vraiment intéressant de faire une présentation quand vous n'avez pas de résultats d'ailleurs, parce qu'à cette étape-là de la présentation, vous pouvez vraiment voir, en fait, les gens peuvent vraiment vous donner un feedback sur votre recherche, puis c'est là que la recherche est la plus malléable. Donc, c'est pas quand vous avez interviewé 100 participants que là, finalement, il aurait peut-être fallu rajouter une question. Mais à ce moment-là, c'est vraiment pertinent de participer à des congrès, tout ça, pour avoir un feedback sur votre projet de recherche, puis pour que vous puissiez justement l'ajuster en fonction de ce que les experts pourraient vous en dire ou des questions qui pourraient être soulevées par d'autres étudiants aussi. Donc voilà. Puis évidemment, quand on a une petite conclusion, là, des pistes pour des recherches futures, la conclusion, ça peut être aussi les résultats espérés si jamais vous n'avez pas de résultats. Donc, juste pour faire un retour sur la problématique et tout. Donc, maintenant qu'on sait ce que doit contenir la présentation, la question c'est, mais comment on fait pour donner une très bonne présentation avec ces 5 parties de base-là qui doivent se retrouver? Alors, je vous ai donné plusieurs trucs. D'abord, on a des trucs généraux donc qui peuvent s'appliquer à vraiment tous les types de présentations. Alors, je les passe un à un. Vous levez la main si jamais vous avez des questions. Idéalement, on essaie de ressortir 3 points par section. Donc, c'est-à-dire, vous avez une problématique, essayez de ressortir vos 3 points les plus importants de la problématique. Même chose pour le cadre théorique, même chose pour les résultats. Donc, se limiter à 3, c'est intéressant parce que ça fait que vous vous étendez pas trop. Évidemment, votre recherche est beaucoup plus complexe que 3 points, mais ça fait que vous avez une bonne idée de votre recherche, puis en même temps, ça vous laisse l'espace à vous d'expliquer un peu plus si jamais les gens vous posent des questions par rapport à des aspects précis. D'ailleurs, laissez de l'espace, autant pour le visuel que pour l'oral. Donc, si c'est le même principe pour les demandes de bourse, si vous écrivez à un d'interligne avec des très petites marges puis que vous ne faites pas d'espace, ben, c'est difficile à lire. Mais c'est la même chose quand on a une affiche. S'il n'y a pas d'espace entre les sections, s'il n'y a pas un certain interligne, c'est difficile pour l'audience de voir ce que vous écrivez. Si vous avez juste du texte sur votre présentation PowerPoint avec une présentation orale, ben, ils vont lire à la place de vous écouter. Donc, laissez de l'espace. On utilise beaucoup des listes à puces. Ça va très bien. Si jamais vous aimez bien vous entraîner à faire votre présentation, laissez-vous 1 ou 2 minutes d'espace à la fin. C'est-à-dire, OK, ma présentation est censée être 10 minutes. Je vais m'en prévoir 8. Comme ça, si jamais je me manque à certaines choses, ben, je peux me reprendre. Ça va enlever un peu de stress. Puis, en même temps, ben, souvent, c'est apprécié aussi par l'audience parce que, bon, vous ne leur faites pas perdre leur temps. Donc, c'est toujours pratique et vous avez l'air aussi de moins vous dépêcher. Donc, si vous avez l'air de faire « OK, là, il me manque des choses », parler de plus en plus vite, ben, c'est toujours moins intéressant que si vous êtes bien relax puis que c'est comme des amis et tout ça. Donc, on se prévoit un petit peu de temps de plus. En fait, on réduit notre présentation pour avoir quelques minutes. Et on essaie d'éviter de lire ou de réciter. Donc, c'est toujours plus le fun quand la présentation a l'air naturelle, c'est comme si ça sortait comme ça. Évidemment, c'est pas le cas, là, mais on essaie de ne pas avoir à apprendre par cœur notre texte, excepté dans certains contextes qui sont vraiment, en fait, propices à ça. Par exemple, si jamais vous voulez faire le concours Ma thèse en 180 secondes, bien là, à ce moment-là, vous avez 3 minutes pour présenter votre projet. Tous les mots et tous les espaces sont pris en compte. Donc là, oui, on récite, mais on essaie de faire comme au théâtre, on essaie de réciter sans que ça ait l'air qu'on récite quand même. Donc, je vous invite à pas nécessairement apprendre par cœur votre texte, mais seulement vous mettre des points clés puis à essayer de discuter sur ça. On utilise des listes à puces. On essaie d'avoir un contact visuel avec l'audience. Donc, ça, c'est évidemment, quand on est en personne, c'est un peu plus facile. Donc, on essaie de regarder les gens dans les yeux. Si vous voyez qu'il y a des gens qui s'approchent, on va les regarder, on va leur faire un petit contact avec la tête, surtout pour les affiches, parce que souvent, c'est dans des grandes salles, puis les gens se promènent. Pour les présentations orales, c'est toujours bien là, de regarder l'audience en général. Et quand vous êtes à distance, comme là,
je pourrais regarder ma caméra. Donc, si jamais vous le faites, ça peut être intéressant de le faire le plus possible, d'essayer de le regarder à la caméra, même si c'est pas très naturel. Hein. Souvent, on va regarder plus les gens qu'on a sur le côté. Mais ça paraît un peu mieux quand même. Les gens ont l'impression qu'on s'adresse directement à eux plutôt qu'à l'écran. Donc, ça peut être bien à retenir. On se pratique souvent et à l'avance. C'est sûr, c'est comme dans tout, là, ça, c'est une clé du succès. On essaie de soigner son apparence parce que, évidemment, on vous connaît, on vous trouve super cool, vous êtes vraiment gentil, mais les gens qui viennent vous voir ne savent pas nécessairement ça. Donc, on essaie de faire une première bonne apparence. On va s'habiller relativement bien, on peut se maquiller un petit peu. Puis le principe, c'est vraiment, en fait, vous avez beaucoup plus de chances d'être apprécié puis de peut-être recevoir des prix. Si vous soignez votre apparence, vous pouvez être un premier coup d'œil qui est intéressant. Donc, évidemment, vous n'avez pas à vous acheter des habits à comme 500 $ pour une présentation orale, mais on essaie quand même de pas avoir de coton ouaté, mettons. Donc, découragez-vous pas si vous avez peu d'audience, surtout pour les présentations en ligne. De mon côté, j'en ai fait beaucoup dans la dernière année, puis des salles Zoom où est-ce que tu es là 1 heure, puis il n'y a personne qui vient, ça l'arrive. C'est pas grave, on se dit, ben écoute, au moins j'aurai une ligne sur mon CV, puis je vais déjà avoir un petit peu mieux maîtrisé mon projet parce que je l'ai pratiqué. Donc, découragez-vous pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne, c'est juste parce que des fois, c'est moins bien publicisé ou quoi que ce soit. Puis évidemment, de votre côté, vous pouvez toujours partager à votre famille sur Facebook que vous faites une présentation, donc ça vous encourage un petit peu de les voir venir vous voir. On va insister beaucoup sur la contribution de la recherche quand on fait une présentation. Donc, en quoi, comme j'ai dit, là, ça participe à une meilleure société, à une meilleure recherche. N'oubliez pas d'utiliser Antidote. Les fautes de français, ça l'accroche l'œil, donc ça fait un petit peu une moins belle image. Et toujours intéressant de demander des rétroactions autant à vos directions de recherche que à d'autres étudiants, à d'autres professeurs que vous connaissez bien avant la date limite, question de ne pas les stresser trop à ce sujet-là. Donc, puis souvent, ça peut bonifier votre présentation, puis vous indiquer les choses que vous faites bien ou que vous avez peut-être à améliorer. Donc ça, c'est en général. Maintenant, si on parle de l'aspect visuel, donc, je ne sais pas, vous, de votre côté, comment vous gérez ça. Moi, de mon côté, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les images, les choses qui sont intéressantes à l'œil. Donc, les couleurs, je m'intéresse. J'essaie toujours d'avoir des choses qui frappent, question que, justement, ça soit plus intéressant, puis que l'audience ait aussi quelque chose d'autre à regarder que moi pendant la présentation. Des fois, c'est un peu fatigant de toujours regarder quelqu'un. Donc, utiliser des éléments visuels en général, donc on parle des graphiques, des images, des textes, toutes sortes de choses qui sont plus visuelles, puis vous complétez avec votre présentation. Donc, vous pouvez juste sur une diapositive mettre un tableau, puis parler ensuite. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du texte. Donc, ça peut être un truc. On essaie de toujours garder la même police au travers de notre présentation. C'est beaucoup plus intéressant pour l'œil. Avec un minimum de 16 points. Puis là, Nancy m'avait dit, ah, moi, j'avais entendu un minimum de 20. Effectivement. Donc, ça dépend vraiment. Sur les affiches, souvent, on va privilégier une taille beaucoup plus élevée. Là. Donc, on avait parlé de 20, un minimum, parce que les gens sont plus loin, puis ils doivent lire d'un peu plus loin. Pour un PowerPoint ou une présentation orale, donc on peut y aller avec un minimum de 16, mais habituellement, en bas de ça, c'est plus difficile à lire, donc on essaye de ne pas le faire. On essaye. On ne réussit pas toujours, mais on essaye. On essaie d'être cohérent dans toute la présentation. Donc, comme j'ai dit, même police, les titres, s'ils sont en lettres majuscules, on essaie de les mettre en lettres majuscules. Les couleurs, à peu près les mêmes. Donc, si on a les couleurs mauves au début, ben, idéalement, on ne change pas avec bleu, rouge, vert tout au long de la présentation, à moins qu'il y ait comme quelque chose à la fin ou au début qui les rejoigne toutes.
N'hésitez pas à magasiner les gabarits. On a tellement D'ailleurs, je vais vous en donner une couple de sites Internet qui a déjà des gabarits qui sont vraiment super, des gens qui passent leur temps à faire ça. Donc, ça vaut la peine de se magasiner un gabarit que peut-être toi, tu n'as pas le temps de passer 3 heures à juste créer le graphisme visuel de ta présentation, mais il y en a qui l'ont déjà fait. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et vous pouvez trouver un agencement de couleurs. Donc, si vous allez sur coolors.co, c'est un site, en fait, qui permet d'avoir plusieurs couleurs. Puis je pourrais même vous le montrer d'ailleurs, ça pourrait être drôle. Je vais changer mon partage. C'est vraiment utile autant pour les présentations orales que pour, en fait, si jamais vous voulez avoir un site Internet ou un blog ou vous voulez faire juste un visuel en général. Donc, hop. Alors, en fait, c'est un générateur de couleurs. Donc, vous pouvez cliquer sur Generate, puis ça va vous donner 5 couleurs qui vont bien ensemble. Donc, ça, si jamais vous voulez les utiliser pour vos couleurs de PowerPoint, ben, c'est vraiment génial. Donc, ici, on aurait mauve, mauve pâle, jaune, orange, puis orange foncé. Donc, ça va bien déjà ensemble. Puis, je peux peser sur la barre d'espace pour en générer d'autres. Donc, whoop, on a une autre palette de couleurs. Alors ça peut être des outils intéressants si jamais vous essayez de vous trouver comme une identité graphique. Là, vous voulez toujours que ça soit la même chose sur vos PowerPoint. Donc, c'est un petit truc. Trouver un bon titre, ça, c'est toujours difficile pour la présentation. Je vous donne quelques petits, en fait, conseils parce que une présentation, ça ne s'arrête pas à le moment où est-ce qu'on le fait. En fait, souvent, on va avoir notre présentation, on va la faire, puis ensuite, elle est disponible sur le site des congrès ou quoi que ce soit. Donc, il y a des gens qui peuvent retrouver notre présentation, qui vont la consulter, puis peut-être qu'ils vont nous référer aussi ensuite. Donc, le but de trouver un bon titre, c'est d'être facilement retrouvable pour que votre recherche se partage, puis que des gens soient intéressés soit à collaborer, soit à réutiliser vos résultats ou ce que vous dites. Donc, ces conseils-là sont liés au Search Engine Optimization. Donc, si jamais vous allez sur Google, comment Google fait pour trouver des choses par rapport à ce que vous écrivez, ben, en fait, il y a des règles qui disent que il va chercher les premiers mots, il va regarder des mots-clés, il va regarder les titres qui attirent les clics aussi. Donc, comment on fait pour trouver un bon titre? On essaie d'avoir un titre qui a entre 10 et 20 mots ou moins, ou 70 caractères. Donc, vous pouvez regarder avec le nombre de caractères, puis un peu moins le nombre de mots, mais le nombre de mots, ça vous donne quand même une idée pour commencer, là, pour vous trouver des idées. Donc, ça permet à ce que votre titre soit trouvé, en fait, complète sur Google, qu'il ne soit pas tronqué. Donc, ça peut être intéressant. Idéalement, ça contient des mots-clés de ce qu'on dit. Donc, moi, dans mon cas, il faudrait nécessairement que ça contienne qualité éducative, puis maternelle 4 ans ou CPE, ou au moins service éducatif à l'enfance. Donc, définitivement. Puis ça peut aussi contenir d'autres informations sur votre recherche si c'est pertinent. Par exemple, études quantitatives, ça pourrait être progression, ça pourrait être corrélation, ça pourrait être, je sais pas, théorisation ancrée. Donc, des choses qui sont vraiment liées à votre méthodologie qui permettent de la trouver. Vous pouvez vous dire, si moi j'étais sur Google puis que j'essayais de me trouver des références pour ma recherche, ça serait quoi les mots-clés que j'utiliserais pour chercher ce que je veux trouver finalement? Donc ça peut vous donner une idée. Des titres qui attirent les clics, comment faire pour? Alors, si jamais vous avez des résultats pour une méthode d'enseignement, ça peut être intéressant. Donnez des chiffres, là, les 6 caractéristiques de ou les 6 raisons de faire telle affaire. Donc, ça, en fait, les gens aiment beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup du clickbait qu'on voit. Puis, si vous voyez des trucs comme BuzzFeed, ben c'est tout le temps ça. Hein. Les 5 places à visiter à Montréal. Donc, les gens aiment bien cliquer sur ce genre de lien-là. Vous pouvez résumer votre principale découverte. Donc, par exemple, la qualité éducative permet de, je ne sais pas, améliorer le langage chez les enfants. Et on essaie de mettre un sentiment dans le titre, soit positif, soit négatif. Les titres qui sont plus neutres, souvent, obtiennent un peu moins d'intérêt. Donc, par exemple, pour le sentiment, donc, on aurait la qualité éducative améliore les capacités langagières des enfants. Donc là, on aurait un titre qui est positif.
On pourrait me dire aussi le manque de ressources matérielles nuit au développement cognitif des enfants. Donc ça serait un titre qui serait négatif. Puis les deux seraient un peu mieux que l'effet de la qualité éducative sur le développement de l'enfant, qui est vraiment un titre neutre. Donc, on essaie de faire l'un ou l'autre, d'essayer de trouver des mots qui pourraient nous permettre d'aller vers l'un ou l'autre. En tout cas, les recherches de Google et tout ça disent qu'on attire plus de monde comme ça. Donc, c'est toujours intéressant de participer, en fait, de partager un peu plus notre recherche. Maintenant, spécifiquement, je regarde mon temps, parfait, pour une présentation orale. Idéalement, on compte un minimum de 2 minutes par présentation, de présentation par diapositive. Donc, vous avez 30 minutes. Vous devez avoir un maximum de 15 diapositives, puis ça se peut très bien que vous passez plus que 2 minutes sur une des diapos. Donc, idéalement, vous pouvez y aller comme ça. Là, si je fais 2 minutes fois 15 diapositives, ça va me donner à peu près 30 minutes de présentation. Donc, ça peut vous donner une bonne idée pour réduire votre présentation un peu selon le temps qui vous est imparti. Je vous conseille fortement d'intégrer une image par diapositive pour les présentations orales, comme ça, comme je l'ai fait là. Donc, vous êtes capable de regarder le petit garçon qui chante à la place de toujours m'écouter ou me regarder. Donc, ça fait quelque chose pour occuper votre œil. C'est plus intéressant. On cite ses sources sur chaque diapositive, puis évidemment, dans la bibliographie, on n'oublie pas, il y a un nombre incroyable de présentations, en fait, de présentations PowerPoint qui sont fournies sur Internet et des membres de l'équipe, des chercheurs de notre équipe qui n'ont pas mis leur bibliographie à la fin de leur présentation, puis donc c'est impossible de retracer leurs références. C'est pas ça que vous voulez. Vous voulez que les gens soient capables de retracer vos références, donc on essaie de se concentrer là-dessus. Plusieurs gabarits, comme je vous disais, qui existent. Donc, Slides Carnival, SlidesGo, les Office 365 offrent des gabarits aussi. Google Slides en offre, dépendamment de lequel vous utilisez. Prezi, c'est toujours très intéressant pour des présentations qui sont plus dynamique, donc avec les choses qui bougent. Je ne sais pas si vous aviez vu ma présentation justement au concours de vulgarisation de la recherche en éducation. C'est Prezi que j'avais utilisé, donc ça peut toujours être intéressant. Maintenant, pour une présentation par affiche, comme c'est plus réduit comme présentation, puis on a vraiment un seul, c'est statique, on essaie d'intégrer au grand maximum 5 figures ou images dans notre présentation. Je dirais qu'en général, encore, la règle du 3, c'est assez intéressant. Là. 3 tableaux, graphiques, images, peu importe, ça peut être bien. On prévoit du temps pour converser avec l'audience. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez 10 minutes, prévoyez que peut-être les gens vont vous parler pour 5 minutes de plus. Ça peut être autant des questions de clarification pendant la présentation que les discussions après. On n'oublie pas d'intégrer les logos de l'université, de l'équipe de recherche, du congrès dans nos présentations. C'est toujours plus intéressant après ça aussi pour les partager sur des sites comme ResearchGate. Ça rend la référence de la fiche vraiment plus facile à faire aussi par après. Et n'oubliez pas d'avoir une petite section pour écrire vos références que vous utilisez dans votre affiche. Souvent, là, 3 à 8 références, ça ressemble à ça. Plus que 8, ça fait un peu beaucoup, puis vous avez déjà pas beaucoup d'espace sur l'affiche. Donc, c'est un bon nombre, en fait, à retenir. Maintenant, petit point spécial COVID. Si jamais vous avez à enregistrer une présentation, parce que de plus en plus maintenant, il y a des congrès qui permettent d'enregistrer, puis ensuite, vous pouvez simplement clavarder avec le chat pour interagir. Donc, si jamais vous avez à vous enregistrer, essayez d'utiliser un arrière-plan qui est neutre. Donc, si vous avez un grand mur blanc en arrière de vous, c'est parfait. Si vous avez beaucoup de choses, souvent ça attire l'œil de l'audience ailleurs que sur vous. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. Donc, ça peut être autant un arrière-plan virtuel que réel, d'ailleurs. On essaie de vérifier le cadrage de la caméra. Donc, présentement, moi, dans ma caméra, je suis pas mal au centre. J'aurais pu aussi décider de la baisser un petit peu, question qu'on me voit un peu mieux moi. Donc, on essaye de toujours bien cadrer. Puis évidemment, si on me voyait juste comme ça, ben là, ça serait moins intéressant et probablement que
Bon, ça serait moins intéressant pour les gens. Si jamais vous étiez dans un concours, ben, vous perdiez peut-être des points un peu pour ça. On s'assure que l'éclairage est suffisant. Là. Tout à l'heure, moi, j'étais au paradis avec mon soleil. Donc, ça, c'était peut-être un peu trop d'éclairage. Donc, si jamais vous enregistrez, assurez-vous d'être dans une pièce qui a un éclairage qui est assez constant. Ça l'aide un peu plus. On privilégie un micro dynamique. Ça, c'est un micro qui est sur pied ou un micro comme ça ici, un micro-casque de bonne qualité. Vous pouvez toujours vous enregistrer puis vous réécouter puis regarder si la qualité est intéressante. C'est toujours plus intéressant quand c'est enregistré qu'on entende bien votre voix. Si jamais vous avez des amis ou des conjoints, comme dans mon cas, qui sont vraiment, comment on dit, qui aiment bien le son et qui aiment bien la musique, tout ça, ben n'hésitez pas à leur demander d'emprunter leur micro ou leur outil d'enregistrement. C'est toujours intéressant. On minimise les bruits environnants, donc on essaie de ne pas avoir la porte ouverte sur le boulevard Hochelaga, évidemment. Et on regarde la caméra le plus souvent possible quand on s'enregistre. Donc ça permet vraiment que l'auditeur sent qu'on s'adresse à lui, finalement. Alors, je vous ai sorti des exemples de critères d'évaluation qui sont utilisés pour le CVRE. Donc, ça pourrait vous donner une idée de critères d'évaluation pour d'autres présentations congrès. Là, par exemple, on a les présentations par affiche qui sont toujours, on a toujours un concours là, de l'équipe à l'ACFAS. Donc, ça pourrait ressembler à ça. On a toujours la qualité de la vulgarisation quand c'est par affiche. Donc, on voit, est-ce que vous connaissez votre sujet? Est-ce que vous êtes capable d'en discuter de façon à l'aise? Est-ce que, en fait, les sections de la recherche sont bien présentées en fonction du niveau de développement? Donc, évidemment, si vous n'avez pas de résultats, on ne s'attend pas à ce que vous présentiez nécessairement des résultats. Est-ce que vos propos sont clairs? Est-ce que, en fait, votre synthèse que vous faites à la fin, elle est structurée et elle est de qualité. Donc, est-ce que vous êtes capable de faire un grand retour sur tout ce que vous avez dit en quelques phrases à la fin? Et à quel point est-ce que vous êtes capable de bien répondre aux questions posées? Donc, évidemment, les questions posées, on essaie de répondre du mieux qu'on peut. Il y a toujours des questions qui nous prennent en défaut. Alors, à ce moment-là, ben, on peut simplement dire merci pour ta question. C'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, mais ça ouvre la porte à telle chose, puis je vais la prendre en compte dans le développement de ma recherche. Donc, ça, c'est toujours une bonne réponse à donner à des juges pendant le CVRE ou à des gens qui vous évalueraient. Sinon, on essaie d'y répondre le mieux possible. Donc, on y va honnêtement. Oui, j'en ai pris en compte. Puis peut-être il y en a qui vont vous dire, ah, pourquoi tu n'as pas fait ça de telle façon? Puis tu vas dire, ben écoute, j'ai évalué l'autre façon de faire. Puis selon nos recherches et tout ça, il y avait telle faiblesse. Puis nous, on ne veut pas avoir ça dans notre recherche. Donc, on a choisi d'aller avec telle autre méthode. Donc, ça se répond relativement bien. Mais sinon, n'hésitez pas à dire je n'y avais pas pensé, mais merci, je reste ouverte aux commentaires et merci de votre contribution, bien gentil. Évidemment, vous allez avoir la qualité de l'oral qui vaut pour un certain pointage, donc on essaie d'avoir une bonne discussion, on essaie d'avoir un bon rythme, de ne pas aller trop vite, tout ça. Ça va bien avec l'entraînement puis avec le fait de se laisser un petit peu de temps à la fin. Et la qualité du support visuel, donc est-ce que votre affiche, elle présente bien les informations qui sont essentielles et est-ce que la structure la rend, en fait, rend le tout lisible, on peut bien suivre sur votre affiche. Donc, comme je vous ai dit, quels sont vos 3 points essentiels de votre problématique, de votre cadre, tout ça. Alors, on voit vraiment, on va au cœur, puis vous parlez, vous décrivez un peu plus la recherche à l'oral. Et souvent, on a l'impression générale, donc, est-ce que le visuel est beau? Est-ce que l'affiche elle est bien? Est-ce que ça nous semble invitant? Donc, ça vous donne vraiment une idée de critères d'évaluation qui pourraient être utilisés pour évaluer votre affiche. Une présentation orale, évidemment, c'est un peu différent, mais il y a un peu moins de concours là, à gagner au niveau des présentations orales. Habituellement, c'est plus les affiches. Donc, j'ai 3 affiches à vous montrer. L'idée, c'est juste de vous faire réfléchir puis de vous montrer des exemples de choses qui ont déjà été faites. Donc, pour la première, c'était la SCEE, la Société canadienne pour l'étude de l'éducation. Puis, celle-là, elle est en anglais. Effectivement, je vous ai dit, on n'oublie pas antidote. Donc, dans ce cas-ci, j'ai oublié un « i ».
Les références, oui, il y en a bien trop. Puis le contexte, quand on est en anglais, contexte, c'est équivalent à problématique, en fait. Donc oui, on a mentionné les couleurs. Hein, si jamais vous avez à mettre un accent, souvent, c'est bien d'en choisir un ou deux, puis après ça, d'avoir du blanc. Comme ça permet à l'œil de pas en avoir trop non plus. Là. Puis on choisit pas les couleurs classiques de rouge et jaune McDonald's là, qui ressortent un peu intensément. Donc, on fait attention à ça. Oui, la boîte QuickFacts c'est très intéressante. Puis en plus, j'ai joué ici avec les couleurs pour faire ressortir, hein, dans ce cas-ci, les fractions ou les chiffres qui ressortaient finalement. Donc, même s'il y a un petit peu de texte, on peut rapidement voir les points qui sont importants dedans. Le contexte, donc la problématique aurait pu être résumée encore un peu plus. On aurait pu faire 3 points puis donner un peu plus de place au QuickFacts. Ça pourrait être aussi travaillé. Donc, on va passer à la deuxième. Alors, dans ce cas-ci, c'était une recherche, en fait, c'est ma recherche de maîtrise sur les effets de l'écriture collaborative sur l'apprentissage du lexique au troisième cycle du primaire. Donc, celle-là, c'était dans le cadre de l'ACFAS. Effectivement, il y avait peut-être un peu trop de couleurs. J'aurais pu égaliser le tout là, un peu mieux pour moins en demander à l'œil. Puis moi, je remarque aussi dans la section méthodologie et résultats, donc on aurait pu mettre un peu plus de détails sur la méthodologie de l'étude, donc les étapes en fait, il y avait comme une séance d'écriture, plusieurs séances qu'on avait faites, donc j'aurais pu mettre plus de détails là-dessus. Mais en soi, oui, c'est assez bien résumé. Puis au niveau de la problématique, j'ai vraiment respecté le 3 points cette fois-ci de la problématique. Donc, effectivement, les boîtes bleu pâle en bas à gauche, on pourrait augmenter la taille des mots définitivement. Puis c'est sûr que cette affiche-là, elle était en ligne, donc ça vous permettait, par exemple, à vous c'était plus facile au niveau du visuel quand on est présenté sur un écran, souvent on est plus proche aussi. Donc, ça pourrait être retravaillé pour une affiche en personne. Puis c'est ça, là, évidemment, la méthodologie et résultats, là, je les ai comme mis ensemble, puis je parlais plus aussi, donc on accompagne à l'oral. Mais c'est quelque chose qui se fait quand même. Là, je vous donne un exemple. Par contre, c'est pas du tout obligatoire de le faire comme ça. Là, c'est vraiment à votre aise. Et on va passer à la dernière. Donc, celle-là, je vous la montre parce qu'elle est un petit peu particulière. En fait, c'est la fiche que j'ai présentée au SRCD, donc la Society for Research in Child Development, quelque chose comme ça. Puis, elle était, en fait, eux autres, la façon qu'ils font ça, c'est que les affiches, c'est pas des grandes affiches du grand papier qui est imprimé. Donc, c'est des affiches qui sont virtuelles. Alors, normalement, en personne, il y a des stands, puis on peut dérouler. Donc, normalement, ici, dans le bas, là, on a des petites flèches. On peut aller dérouler toute l'explication qu'il y a dans ces boîtes différentes-là. Puis moi, dans mon cas, c'était à distance, donc les personnes pouvaient interagir directement avec les boîtes. Donc, juste pour vous dire que il existe effectivement d'autres façons de faire des présentations par affiche. Donc, si on était avec une affiche classique affichée au mur, évidemment, il y a trop de texte, les graphiques sont pas assez gros, on voit pas assez bien, là, ça c'est certain. Dans le contexte du SRCD, c'est intéressant parce que on peut, dans les faits, cliquer sur l'image, puis l'image s'agrandit. Donc, on peut la voir vraiment de plus proche pour avoir les informations, tout ça. Mais ça demande que la personne clique sur des choses, utilise des choses. Donc, effectivement, ça aurait pu être améliorer, mettre un peu moins de texte, essayer de mettre des choses plus gros. Il faut dire aussi que la grosseur du texte lui-même ne pouvait pas être modifiée due à la plateforme qui est utilisée. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut retenir par rapport aux plateformes qui sont choisies par les congrès, surtout si c'est en mode virtuel. Là, finalement, c'est un peu différent qu'en mode présentiel. Mais je vais venir à la défense de l'affiche parce que j'avais eu la chance Lise m'avait présenté son affiche qui était dans le même cadre, dans le cadre du même événement, c'est-à-dire, puis quand on a la chance d'assister à une présentation de ce type-là, sur ce type de plateforme-là, c'est vraiment intéressant parce qu'on interagit justement avec les différentes sections, on a beaucoup plus de détails. C'est sûr que là, on est limité parce qu'on le voit très bien, là, que les onglets ne nous permettent pas d'aller loin, mais c'est tellement bien structuré.
là, je fais le lien aussi avec la section métaux, avec les petits icônes qu'on retrouvait dans ta première affiche que tu nous as présentée. Fait que même si on n'est pas en mesure de lire, je crois qu'on peut clairement identifier les outils qui ont permis de mesurer ce qui était le sujet d'étude, parce que moi non plus, je n'ai pas pu lire, c'est beaucoup trop petit. Mais moi, j'ai un coup de cœur pour ce type de présentation-là parce que justement, on a beaucoup plus d'espace, mais sur une affiche statique, mais là, à ce moment-là, oui, il aurait fallu, comme Annie disait, résumer autrement, présenter différemment. Donc, c'est des modes de présentation qui se distinguent un peu de par les différentes possibilités qu'on a de présenter, en fait. Mais d'ailleurs, je pense que il y a eu une mention en lien avec cette affiche-là. Hein, donc, Oui, effectivement, c'est une affiche qui a gagné un prix, là, que la recherche était représentative des objectifs là, du SRCD international. Donc, tu sais, en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise affiche. Il y aurait eu des choses qui auraient pu être améliorées, mais je vous la montrais surtout pour vous présenter un autre mode de présentation que peut-être vous allez rencontrer au cours de vos présentations à vous, là, finalement. Alors voilà, ça conclut tout ça.